Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui nous a été inspiré en fait par une auditrice qui est déjà bien familière avec la naturopathie, mais qui se pose des questions sur l'homéopathie dans un parcours qui est à la fois personnel et complexe. Oui, celui de l'endométriose et du désir d'enfant. Exactement. Et c'est une situation qui concerne énormément de femmes. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça, de voir comment ces approches naturelles peuvent dialoguer. C'est une excellente approche parce que c'est un sujet qui est crucial. L'endométriose, ça touche environ une femme sur 10. C'est énorme. C'est énorme. Et l'infertilité, ça touche à peu près un couple sur 7. Donc oui, l'idée c'est de voir comment construire une stratégie globale. On va d'abord bien définir la maladie, puis on verra l'approche spécifique de l'homéopathie. Parfait. Alors, commençons par le début. Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le terme, l'endométriose, qu'est-ce que c'est pour faire simple? Pour faire simple, il faut imaginer le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus, ce qu'on appelle l'endomètre. D'accord. Eh bien, dans le cas de l'endométriose, on retrouve des fragments de ce même tissu, mais en dehors de l'utérus. Ah oui, ils se sont implantés ailleurs en quelque sorte. C'est ça, sur les ovaires, la vessie, les intestins. Et le vrai problème, c'est que ce tissu, même à l'extérieur, il reste sensible aux hormones du cycle. Donc chaque mois, il réagit comme s'il était dans l'utérus. Exactement. Il s'épaissit et puis il saigne. Sauf que ce sang, il n'a aucune porte de sortie, il reste piégé à l'intérieur du corps. Et c'est ça qui crée toute la cascade de problèmes, j'imagine. Voilà, ce saignement interne, ça provoque une très forte réaction inflammatoire. C'est la source des douleurs pelviennes, qui peuvent être chroniques, des kystes et aussi des adhérences. Des adhérences. Oui, c'est un tissu fibreux, un peu comme une cicatrice, qui va coller les organes entre eux. Et bien sûr, tout ça, cet état inflammatoire permanent, ça peut avoir un impact direct sur la fertilité. On comprend mieux la complexité. Du coup, face à ça, on arrive à l'homéopathie. Pour beaucoup, ça reste une approche un peu une boîte noire. Quelle est sa logique en fait? Alors, la grande différence de philosophie, c'est que l'homéopathie ne cherche pas à attaquer un symptôme de front. Ah bon? Non, elle considère le symptôme comme un signal. Le signal que le corps essaie, tant bien que mal, de retrouver un équilibre. L'objectif, c'est donc de donner au corps une information très subtile, à dose infinitésimale, pour l'aider à mieux s'organiser, à activer ses propres capacités d'auto-guérison. Donc si je comprends bien, on ne traite pas une endométriose, mais plutôt une personne qui vit avec cette maladie, avec toutes ses particularités. C'est le cœur de la démarche. C'est une approche holistique, individualisée. Le praticien va s'intéresser à tout, l'aspect émotionnel, le type de douleur, quand est-ce qu'elle apparaît, même des détails comme amélioré par le chaud ou le froid. Exactement. Chaque détail est un indice qui va orienter vers un remède plutôt qu'un autre. Le but, ce n'est pas juste d'atténuer la douleur, c'est de traiter ce qu'on appelle le terrain de fond. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre des exemples concrets pour que ce soit plus parlant? Quels remèdes on pourrait utiliser? Bien sûr, alors en gardant toujours à l'esprit que ça doit être personnalisé. Mais par exemple, pour une douleur qui est très aiguë, qui arrive d'un coup, un peu comme un coup de poignard, Oui. on pourrait penser à Belladonna 9CH. Maintenant, si la douleur est plus à l'ovaire gauche, là ça pourrait être l'HC6 9CH. Ce n'est pas la même chose. Et si c'est moins une douleur vive qu'une sensation de lourdeur, de pesanteur avec une grosse fatigue? Ah, là, c'est un autre tableau typique. Cette sensation de lourdeur pelvienne, cet épuisement, ça fait vraiment penser à sépia. On voit bien que le choix du remède dépend de l'expérience globale de la personne. C'est très clair. Et quand l'objectif principal devient la fertilité, comment est-ce que l'approche évolue? L'idée, c'est d'agir sur la régulation du cycle. On va chercher à soutenir le rythme naturel du corps. À l'accompagner en quelque sorte. C'est ça. Il existe des protocoles pour ça. Par exemple, pour un cycle régulier de 28 jours, on peut utiliser Ovarium 7CH au 5e jour, puis Folliculinum 7CH au 7e, et enfin Progesteronum 7CH au 21e jour. On suit vraiment les phases du cycle. Voilà, on donne un petit coup de pouce à chaque étape clé. Pour les cycles plus longs, le protocole est différent bien sûr. On l'adapte. Et il y a une dimension qu'on ne peut pas ignorer, c'est le stress des essais bébés. Fondamental. Ce stress n'est pas juste dans la tête, il a un impact physiologique réel. Et l'homéopathie peut aider là-dessus.
avec des remèdes comme Ignacia Amara 9CH par exemple. C'est un grand remède de l'hypersensibilité, de l'anxiété, quand on essaie de tout contrôler, mais qu'à l'intérieur c'est la tempête. Ou Gelzemium, si on est plus dans une anxiété paralysante. Donc on comprend que l'homéopathie est un outil puissant, mais j'imagine qu'elle ne fonctionne pas toute seule, en vase clos. Ah non, surtout pas. Ce serait un non-sens. L'approche doit être intégrative. On est en plein dans une vision d'ensemble. Et c'est là qu'on fait le pont avec la naturopathie, j'imagine, avec les plantes par exemple. Exactement. La phytothérapie, c'est une alliée parfaite, une plante comme le gâtillier. Oui, très connue pour réguler les hormones, pour favoriser la progestérone. C'est ça. Elle a une action plus directe et elle complète très bien l'action de fond de l'homéopathie. On peut aussi penser à l'alchimie ou au curcuma pour leurs très fortes propriétés anti-inflammatoires. Et la micronutrition, l'alimentation, c'est le pilier, non? C'est le pilier. Adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est couper le carburant de la maladie. Concrètement, ça veut dire riche en fruits, en légumes et surtout en bons gras, les oméga 3. Donc les petits poissons gras, l'huile de colza, de lin, voilà. Et en parallèle, s'assurer d'avoir un bon apport en nutriments clés pour la fertilité optimale. La vitamine D, le zinc, l'acide folique, la fameuse B9, tout ça forme un ensemble très cohérent. Il reste une dernière brique, c'est l'hygiène de vie, la gestion du stress dont on parlait. Oui, Et là encore, il faut des outils concrets. La méditation, le yoga, c'est très bien, mais même plus simple, la respiration. Juste s'arrêter quelques minutes par jour pour respirer profondément avec le ventre. Ça a un vrai impact physiologique. un impact direct. Ça calme le système nerveux, ça fait baisser l'inflammation. On peut aussi s'aider de l'aromathérapie. Une goutte d'huile essentielle de néroli sur les poignets avant de respirer, c'est très puissant pour apaiser. Donc, si on essaie de synthétiser la grande idée qui ressort, ce n'est pas de trouver un remède miracle. Non, absolument pas. C'est de comprendre que pour une maladie aussi complexe, la réponse doit être tout aussi globale, systémique. C'est exactement ça. La clé, c'est la personnalisation et la synergie. On utilise chaque outil pour ce qu'il fait de mieux. L'homéopathie pour rééquilibrer le terrain, la phyto pour des actions ciblées, la nutrition pour calmer l'inflammation. Chaque action renforce les autres. Et pour ouvrir une dernière porte, une pensée pour aller plus loin. Oui, une piste qui devient de plus en plus évidente, c'est le lien entre l'endométriose et le microbiote intestinal. Ah oui, notre deuxième cerveau. Voilà. On sait maintenant que notre flore intestinale joue un rôle direct dans la régulation de nos hormones, notamment des oestrogènes. Donc, prendre soin de son intestin, ce n'est pas juste un plus, ça pourrait bien être un des leviers fondamentaux pour gérer la maladie. C'est une piste fascinante. C'est une piste passionnante pour conclure. Si cette discussion a fait écho ou a soulevé des questions, l'espace des commentaires est là pour ça. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, une bonne partie des informations vient du blog soinsetnature.com, on vous mettra le lien. Et sachez aussi que tous les remèdes homéopathiques que nous avons pu évoquer sont disponibles via des liens que vous trouverez dans la barre d'informations. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.